Bonjour, bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on a la chance de parler avec Samuel Bonneau, qui est fraîchement arrivé comme CISO chez Vauban, une compagnie qui est en feu. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Samuel, bienvenue au GoCast. Bonjour Julien, Comment ça va? Chatin. Ben, ça fait plaisir. Et c'est vraiment le fun de te voir au bureau. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Voilà, ça remonte à CGI. Ça remonte à vraiment longtemps. 15 ans? À peu près. Ouais, là, ça Peut-être nous même un rajeunit peu pas. plus. Ça nous rappelle qu'on a de l'expérience. Je pense que oui, je pense que oui. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Samuel, parlant d'expérience, est-ce que tu veux nous faire un petit tour de qui tu es, d'où tu viens, ton parcours rapidement? Oui, en effet, ça fait un bon bout que je roule ma bosse, à la fois sous deux volets. En fait, en cyber, en technologie au début. La cyber existait plus ou moins, là, c'était pas formalisé. C'est drôle parce que je parle à beaucoup de monde ces temps-ci, puis c'est vrai, on remonte, le mot cybersécurité n'existait pas, on disait le InfoSec en anglais, Ouais, puis en français, l'équivalent, la sécurité de l'information, ben, c'était le beau exact. terme. Ouais, jusqu'à temps qu'on parle de cyber. Bref, on a démystifié un peu les deux volets. Donc, technologie puis cyber, mais surtout le côté entrepreneuriat, qui a toujours été au cœur d'à peu près tous mes projets. OK. Donc, j'ai toujours mixé deux passions. L'attrait vers c'est quoi là, partir une business, c'est quoi monter une entreprise, c'est quoi justement dealer avec des clients, des employés. Donc, ce côté-là, j'ai toujours resté très geek en termes de technologie. Puis la cyber, j'ai toujours décrit ça comme le plus beau des métiers, là, si on veut, en technologie, parce que tu peux pas juste te contenter d'être capable de mettre en place un système, de développer. Tu sais, je veux vraiment pas banaliser les autres métiers, bien sûr, là, mais la cyber, si tu veux bien faire ton métier, il faut que tu comprennes tout, de A à Z. Donc, il faut que tu saches le système, comment il a été monté. Ouais. Exactement. Tu remontes jusqu'au code, jusqu'à l'architecture, jusqu'au fin détail pour voir s'il n'y a pas un défaut. C'est pour ça qu'on apprend tout le modèle OSI au début, toutes les couches. Eh oui, puis On se n'en parle demande plus bien de ça. mais à quelque part, ça sert. Ça Ah ben dépend. oui. Bon, tu vas voir quoi? Là? Effectivement, mais tu sais, même je trouve ça ce que tu dis parce que tu sais, le DNS, le NTP, le DHCP, moi j'ai tout appris ça à l'école, tu sais, puis ces protocoles-là sont encore la base de pas mal tout, là. Oui, puis c'est drôle parce que regarde des fois les plus jeunes là, sortis de l'école, puis là, ils arrivent dans un environnement cloud, puis là, bon, c'est bien beau, du Terraform, etc. Puis tout est scripté. Mais tu sais, derrière ça, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Puis quand il y a des situations particulières, moi j'ai vécu des situations particulières, des grosses architectures, des affaires complexes, là, puis là, tu te rends compte, tu parles au fournisseur, le grand fournisseur, puis là, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Là, quand il te ramène à son backbone, tu te rends compte que, en fait, là, c'est du bare metal, puis c'est des fils quelque part, les serveurs, c'est racké. Tu sais, on vient c'est ça, du connu. Mais c'est drôle, l'expression du cloud, là, du nuage, puis tout. L'analogie, c'est un serveur dans un bureau à Cleveland, tu sais, ou à Atlanta, peu importe. Peut-être qu'on a nos clouds ici au Québec aussi, mais tu sais, ça reste, c'est des serveurs dans un racking quelque part, là. Exactement. Moi, j'avais été surpris dans les débuts du cloud, à un moment donné. Bref, on commence sur les data centers aux États-Unis, puis là, tout à coup, ça devient disponible au Canada, Canada-Est. Puis alors, bon, parfois, on va transférer tout le workload, puis le data. Puis là, ça dit, ben, tu sais, le plus facile, là, c'est de transférer les disques. Là. On va mettre ça dans un camion sécurisé, on va transférer. Wow! Tu te réveilles, c'est vrai que, tu sais, ultimement, c'est peut-être plus facile puis moins coûteux que d'essayer de loader une bande passante. On parlait de Terra, quand même assez volumineux. OK, c'est même ça marche. Finalement, tes données sont quelque part sur un disque racké dans un centre de données. Probablement plusieurs disques en RAID 5 avec du ci puis du ça, là, mais... Non, c'est super robuste, là, aujourd'hui. Ouais. Fait que là, on est remonté en quoi? Ça fait 20 ans que t'es là-dedans, un peu plus, un peu moins? Ouais, je dirais, là, tu sais, grosso modo. Mon CV dit plus de 20 ans, là. C'est bon. Puis nous, on s'est connus quand moi, j'étais à CGI. C'est drôle parce que j'ai alors un flash de l'Aviatique. On avait dîné à l'Aviatique, resto qui n'existe plus pour marquer le coup un petit peu, justement. Puis, tu me parlais de la revue. Sur laquelle tu travaillais. C'était cool, ça. Comment ça s'appelait? Oui, on avait monté un magazine. Mario, Odette et moi, on avait monté un magazine qui s'appelait Sécus le magazine. Et, en fait, toujours l'idée de vouloir innover, faire un peu différent. Sachant qu'à l'époque, imprimer des affaires, c'était gros, là. C'était pas comme aujourd'hui, une newsletter. Non, c'était... Les gens lisaient les journaux encore écrits. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis, c'est à partir là d'un newsletter. On s'est dit, bon, on fait ça un newsletter. Puis, Mario m'a emmené plus loin, m'a poussé, il dit, si on fait de quoi, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus grandiose. Là. Donc, on a fait un beau magasin. C'est vraiment beau. On mettait vraiment le paquet. Là, je me souviens, c'est belle couleur. Oui, puis dans les événements, on les imprimait, donc on diffusait PDF. C'est gratuit, là. Puis, ça fait qu'on avait un petit peu de publicité. Mais la programmation du CQSI en plein milieu. Oui, à un moment donné, on avait toute la programmation, des gros événements. Là, en as-tu encore des piles de revues? J'ai des caisses de revues. Oui, t'as gardé ça?
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, la vieille édition que tu n'as Ouais. pas pu de diffuser ou Ce serait drôle de partage. ressortir des exemplaires, regarder de quoi on parlait dans le temps, puis J'en ai plein. c'est intéressant. Le pire, c'est que l'autre jour, j'ai ressorti, bref, j'ai reclassé ma collection. Je trouve qu'il y a des sujets qui n'ont pas tant évolué que ça. Ben, c'est comme. Vraiment, Je m'en allais là tout de suite après en disant, tu sais, à quel point c'est différent dans le temps, tu sais, comme faut sécuriser tous les accès, faut mettre du deux facteurs, Puis l'humain, tu sais, il y avait beaucoup de sujets l'humain. autour de l'humain. Ouais, Puis tout à on fait. parlera pas de la gestion de vulnérabilité. C'est un problème qui est Et voilà. non résolu depuis Tout à 20 fait, ans. tout à fait. Sécus, après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après ça, ben, au travers de Sécu, je tombe dans un projet entrepreneurial qui est Égide, que j'ai été dans les 3 fondateurs initiaux d'Égide. Puis après ça, ben, je suis sorti de cette aventure-là pour démarrer un projet qui était Fortica. Donc, j'ai monté ma compagnie Fortica. Puis, en fait, j'explique un peu la genèse derrière ça. Bien, à ce moment-là, vers 2017 à peu près, il y avait justement un gros, je veux dire un buzz, là, d'aller vers le cloud. C'est drôle parce que tous les CIO disaient ou se faisaient mettre la pression, il faut aller dans le cloud. Souvent, ils ne savaient pas trop pourquoi. Mais il se faisait dire que ça allait économiser des coûts. C'est ça. Puis, Ça va économiser, tu vas être plus agile. Même, il y avait beaucoup de pression sur les CIO. Ça fait que si tu n'es pas dans le cloud, tu n'es pas un bon CIO ou c'est pas de projet cloud, c'est vraiment tu comique. n'innoves pas, tu n'es pas à bonne place. Tout à fait. Ouais. Puis là, parfait. Puis là, je faisais un projet d'architecture. J'avais des clients qui allaient dans le cloud, qui étaient un peu plus, je dirais, innovants dans leur approche. Je commençais à comprendre pas mal la patente, là, comment ça fonctionnait, les différents environnements cloud. Puis là, j'ai allumé sur, OK, wow, ça peut être vraiment puissant. Tous les automatismes, toutes les choses qui étaient plus ardues sur l'architecture sur site on-prem. Puis que là, dans le cloud, tout à coup, on avait beaucoup plus de facilité. On enroulait des scripts pour savoir c'est quoi l'état des contrôles. On-prem, c'était difficile, voire impossible de faire ça. Fait que là, j'ai vu tout le potentiel, puis en même temps, j'ai vu la vague. Puis là, je me suis dit, bon, parfait. C'est quoi le réflexe des entreprises quand ils vont vouloir aller dans le cloud? Ça va être de vouloir sécuriser, évidemment, toute leur infrastructure et leurs données. Puis, il n'y avait pas de gros joueurs, il n'y avait pas de, tout le monde touchait un peu à ça. Donc là, je me suis fait, démarrons Fortica. Mettons tout le brand autour de ça, là, le cloud. Fait que ça a bien fonctionné, là. Ça a été très populaire, on a eu une grosse croissance. Donc, le modèle était bien rodé, si on veut. Une couple de beaux cas clients, des bons partenariats, des bonnes alliances, justement, comme avec GoSecure et avec d'autres partenaires. Bien, on a eu vraiment une grosse éclosion dans la période 2020-2022. La pandémie nous a accéléré parce que plusieurs organisations, tant publiques que privées, il y avait prévu le choix de un projet, migration vers M365, mettons. Mais là, ils l'ont accéléré. On est passé rapidement de à peu près 4 employés à 28 d'une façon assez phénoménale. Fait que ça a permis de monter en mode très accéléré. Une entreprise. 4, c'est un début d'entreprise, mais 28, là, tu as des fonctions de gestion. Puis, c'est drôle parce qu'on s'en rend compte dans l'entrepreneuriat. Si t'es 2 personnes à parler, c'est une communication de moi à toi puis de toi à moi. Si t'es 3, ben là, t'as 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que communiquer quand tu arrives dans une entreprise, nous, quand on a atteint le 100 employés, là, tu te rends compte, oh mon Dieu, il nous faut quelqu'un qui est dédié à la communication dans l'entreprise. Puis tu n'as souvent pas ça en chemin, tu sais. Fait que, évolue comme tu peux. J'ai eu la chance de me rendre là, mais on avait encore l'esprit familial. Fait que là, après, qu'est-ce qui vous est arrivé? Puis après ça, on est tombé dans un cycle de vendu la société Fortica à au moins de KPMG, ceux qui ont vu un peu les articles et tout ça. La raison derrière ça, c'était le modèle était fait pour surfer sur le buzz du cloud, puis à un moment donné, ça allait devenir un peu plus commodité en tant que tel. Puis, bon, il va y avoir un hype, rendu au hype, et tout, on ne sait jamais en affaires ça va être quand, puis exactement comment. On a beau dire, on a un plan de sortie, oui, l'opportunisme aussi. Totalement, là, tout à coup, bon, je me suis mis à recevoir quelques offres, puis bon, parfait, on va regarder ça attentivement. C'est peut-être le moment, finalement, de passer à autre chose. Et aussi, pour le bien de mes employés, on avait développé une belle compétence. On restait une petite entreprise, puis c'était plus difficile de leur offrir, mettons, des salaires très compétitifs avec des packages, puis les amener vers... c'était beau surfer sur le moment, mais à un moment donné, il faut que tu penses tes employés. Ça serait bien qu'il y ait quelque chose derrière eux. Une stabilité avec puis des assurances. Participation, régime de participation et tout. Toutes des choses qu'on n'avait pas en place. Puis, plus sécurisant pour les employés. Faire partie d'une grande marque. Et aussi, l'expertise qu'on avait, je me suis dit, là, on est rendu aussi au point où est-ce qu'on peut l'exporter.
On avait une expertise qui était quand même connue localement, mais on avait une force. On pouvait faire affaire avec à peu près n'importe qui dans le monde, n'importe quel client, avec la connaissance qu'on avait puis nos méthodes qu'on avait. Ben, on va éclore, si on veut, là, plus rapidement. Faire du copy-paste un peu partout dans le monde après. Exact. Puis il ne faut pas se le cacher. Fait que là, il y a des frontières. L'inverse est vrai aussi, by the way. Là. Moi, je me rends compte beaucoup parce que mon rôle est Amérique du Nord. Là. Puis beaucoup de compagnies qui arrivent dans le village gaulois comme, ben là, comment on fait pour rentrer au Québec? Puis tout le monde se cherche un partenaire qui est capable de dialoguer dans le territoire gaulois, effectivement. T'amènes le bon point, c'est dans les deux sens. Bon, de l'intérieur, pour surfer dans la province de Québec, ça allait relativement bien. Puis, by the way, il n'y a pas d'aversion. Il n'y a personne qui est en mode « je veux pas sortir » ou « je veux pas rentrer ». C'est juste la langue qui fait ça. C'est ça, c'est vraiment la langue. Puis tu sais, les événements, tout tourne. La communauté tourne autour de ça. C'est à côté de l'Ontario, là, c'est pas ça, mais ces éléments-là font que... Là, je suis rendu à une étape où est-ce que là, sortir dans le plus gros marché, mais là, c'était beaucoup d'investissement aussi. Décision d'affaires. Puis là, plus récemment, nouveau rôle. Yes. À l'air excitant. Exactement. Donc, après avoir exploré plein de choses chez KPMG, des choses super intéressantes, j'ai vu la grande entreprise, comment ça fonctionnait. J'avais le goût de revenir à quelque chose d'un petit peu plus... petite taille, mettons. Et je voyais l'effervescence qu'il y avait autour de l'AI, bien sûr, l'intelligence artificielle, puis de la compagnie qui s'appelle Vuban. C'est une compagnie qui est basée à Québec, ça appartient à Kevin Moore, quelqu'un que je connais depuis longtemps. Lui, il est à Québec aussi? Oui, à Québec. L'exécutif est principalement à Québec. Oui, les bureaux sont pas loin sur Henri IV. Exactement. Les belles bâtisses. Oui. Puis c'est ça. Le gros des employés était basé à Québec. Il y a des bureaux aussi à Toronto et à Montréal. Combien d'employés, tu l'as-tu dit? À peu près 200. 200, OK. Donc là, je trouvais que c'était un beau size, donc c'est pas trop petit. Ça commence à être grosse croissance ces dernières années. Ça m'a propulsé. La Caisse de dépôt a pris une participation d'entreprise, donc il propulse beaucoup. Donc là, je voyais le buzz de l'entreprise. J'aimais beaucoup les valeurs qui se dégageaient de cette entreprise-là. Puis aussi, combiné avec le buzz de l'AI. Puis là, quand j'ai approfondi, mais je me suis rendu compte que dans notre domaine, on a énormément besoin d'optimiser les façons de... Trop souvent, comme consultant, à jouer les rôles de VCISO, différents de conseils. On fait des diagnostics, on recommande des choses aux clients, notre quotidien. Puis après ça, de voir le client qui a de la difficulté à mettre ça en place, de tout le confier à l'externe. Des fois, c'est quand même assez onéreux. On dit en anglais « when the rubber meets the road », c'est souvent là que c'est... Exactement, t'as le bon terme. Puis là, je me suis dit, si l'AI était capable d'optimiser ça, de résoudre ce problème-là, déjà, plus d'organisations pourraient bénéficier. Oui, effectivement, d'améliorer cette portion-là. Exact. Parce que de plus en plus, même une petite organisation, dès que, il y a la loi 25, il y a d'autres réglementations, je voyais dernièrement, il y avait beaucoup de demandes du côté de défense, puis tous les sous-traitants de la défense. Tu sais, à CMMC, puis CPCSC du côté Canada. CMMC, c'est une grosse patente. C'est costaud, là. C'est costaud, ça coûte cher. Comme avec une petite organisation, 50 employés et moins, tu peux mettre ça en place, les moyens, ils n'ont pas le choix. C'est le cost of doing business, c'est très élevé. Bref, il y a plusieurs cas qui m'amenaient à dire, il y a souvent un moyen d'optimiser ça. Puis, c'est là que je me suis dit, je vais aller me coller aux experts en intelligence artificielle pour voir, y a-t-il moyen d'optimiser le tout? Puis aussi, ça me permettait de vivre, là, j'ai un rôle de ciseau. Ouais. Ça me permettait de vivre de l'interne, première fois de ma vie, de l'interne. C'était quoi, justement, être ciseau? Donc, j'ai un seul client pour une fois dans ma vie. C'est le toute PDG ton de attention, puis toi aussi Exact. les responsabilités qui vont avec, dans le sens où les décisions que tu prends, Oui. que tu, probablement dans le temps, donnais comme recommandation aux autres, faut que tu te les appliques à toi-même. Exact. C'est intéressant. Évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se permettre dans quel parcours qu'on est rendu, mais il y a beaucoup de consultants qui ont des jobs de vie-ciseaux, là, ou qui ont des rôles de vie-ciseaux. Je l'ai fait, là, donc je ne juge pas du tout ceux qui le font. Mais de le vivre déjà, là, ça fait 6 semaines que je suis là, je réalise la réalité de l'interne, c'est quoi. Puis un jour, si je reviens vie-ciseau, bien, je vais avoir une approche peut-être un peu différente. C'est ça, j'allais dire. On se pose tout le temps la question. Nous, on offre vie-ciseau, là, mais c'est un ciseau qui est le vie-ciseau. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais été ciseau, qui fait du vie-ciseau, y a-tu la même perspective ou la même vue? Mais avant, je t'aurais dit oui, parce que souvent, c'est des consultants qui ont beaucoup de millage, qui font ça, mais ça, jamais vécu pour vrai.
Ouais, là, c'est tes budgets, c'est ta réputation, c'est tes lignes d'affaires, c'est Oui, c'est pas la même réalité. pas juste... moi, je dis tout le temps, tu sais, je sais pas si tu connais l'analogie entre la poule puis le cochon au déjeuner, là. La poule, elle contribue, donc elle donne un œuf. Le cochon, il s'investit. Il met du bacon. Fait que là, tu sais, comme t'as le consultant qui est plus la poule, puis t'as le cochon qui est plus le ciseau. Genre, il y en a un qui a plus à perdre que l'autre, mettons, si ça va pas dans le bon sens. Ben oui, c'est ça. Hey, Samuel, je vois le temps filer. J'aimerais savoir si tu avais à recommander, exemple, quelqu'un qui rentre en cybersécurité aujourd'hui, là, étudiant ou encore d'un autre domaine. Quel genre de... Parce que tu sais, t'en as parlé, notre communauté est forte, puis il y en a beaucoup. Puis oui, au Québec, mais ailleurs dans le monde, tu leur recommanderais d'aller dans quel événement pour en apprendre plus ou encore fast-tracker leur parcours, mettons? C'est une bonne question. Il y en a plus qu'avant les événements, là, donc le choix est là. Première chose que je recommanderais, c'est d'aller chercher les compétences techniques. Ça va toujours être utile. Il y en a beaucoup qui ont des parcours, soit académiques, très gouvernance. Faire la gouvernance sans avoir touché au terrain, avoir une connaissance du terrain, selon moi, c'est pas nécessairement des conseils qui sont pratiques et applicables. Alors, j'irais vers des conférences un peu plus techniques au début, puis aussi, c'est le côté fun. Là, tout le monde ne tripe pas encore à aller à des conférences plus de hacking, comme la Hackfest et d'autres. Tout à fait. Alors, donc, tu sais, de commencer peut-être plus par ces événements-là, c'est moins coûteux. Plus accessible aussi, en plus. Exactement. Fait que, je recommanderais ça, évidemment, en région de Québec, la Hackfest. Il y a Nordsec du côté de Montréal. Sinon, après ça, là, c'est un événement un peu plus masse. Évidemment, on rencontre la communauté, plus au sens large. CyberEcho, puis il y a InSecure, puis EgoSecure, bien sûr, comme événement incontournable. C'est sûr qu'ils me viennent rapidement. Puis dans le monde, là, DEFCON, Black Hat, RSA, es-tu déjà allé? C'est-tu des choses que tu suis? Je suis jamais allé pour plein de bonnes ou moins bonnes raisons. Là. Souvent, c'était été longtemps entrepreneur dans des entreprises. Ouais, là, c'était mon budget. Plus dispendieux, effectivement, aller là. C'est le fun là, quand c'est ton employeur qui le paye, là. Mais quand c'est toi qui payes, je sais pas, 5 cherche le ROI plus rapide. Là, ben, c'est bon. Qu'est-ce que je vais aller faire là avec Fortica au Québec? Au RSA, c'est bien cool, là, mais c'est ça. Fait que c'est plus une question d'affaires que d'intérêt personnel. Dernière question, Samuel, si tu avais à avoir l'occasion de revenir dans le temps, 20 ans en arrière, à l'époque on appelait ça InfoSec, ou quel conseil aurais-tu à te donner? Eh boy, c'est une très bonne question, très profonde. En effet, le classique de faire confiance, là, ça c'est sûr. Là. Je dirais, il y a quelques périodes dans le projet entrepreneurial, c'est pas toujours facile. Fait qu'il y a des étapes où est-ce que tu tombes en doute, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est toujours difficile. Effectivement. Non, c'est ça. Ouais. Puis, c'est peut-être poche comme réponse, mais pas grand-chose que je changerais. Tu me connais pas mal l'industrie. Peu importe les projets que j'ai faits, de rester humain, de rester accessible. C'est un écosystème quand même assez petit. C'est petit puis grand, mais au Québec, c'est assez petit. Tout le monde se connaît. Donc, peu importe ce que tu fais. Sois conscient qu'il y a un impact. Exactement. Exactement. Tu as raison, au travers de ça. C'est drôle, je fais souvent l'analogie avec Louis Vuitton, mettons. Ils ont toujours fait des valises puis des sacoches. Aujourd'hui, même si la mode est sur les haies, ils font encore des valises puis des sacoches. C'est les meilleurs là-dedans. Fait que tu restes intègre dans ce que tu fais, puis tu le fais toujours de la bonne façon, puis toujours au meilleur des capacités de ce que tu peux offrir. Écoute, Exact. Hey Samuel, c'était un super grand plaisir de te recevoir. Merci encore. J'espère qu'on se recroisera bientôt dans un événement près de chez nous. C'est sûr. Merci encore.